sexuel ou à ses pulsions sexuelles, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, de toute façon. C'est quelque chose qui, malheureusement, on le voit dans l'intimité de nos cabinets. Et que très souvent, lorsqu'on aborde l'histoire sexuelle de quelqu'un qui consulte pour cela, on se rend compte que si on va gratter un peu, une fois la partie superficielle, une fois qu'elle s'en va, on se rend compte qu'il y a toujours quelque part un traumatisme. Il y a toujours une blessure qui est toujours là vive, qui va se manifester par le trouble sexuel. Oui, c'est quelque chose qu'on voyait. Donc, on n'est pas étonné. Nous, en sexothérapie, on n'est pas étonné que tout ce qui revienne au jour. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui était là, qui attendait juste le bon moment pour que ça explose. Oui, vous voulez dire que par exemple, pendant les guerres, on sait que beaucoup d'hommes vont violer les femmes du camp ennemi, mais ça ne veut pas dire que tous les hommes vont le faire et que les hommes qui le font sont souvent des hommes qui ne sont pas très bien dans leur identité, dans leur confiance sexuelle. Exactement. D'un côté, il y a la blessure de ceux qui ont subi, et d'autre côté, il y a la souffrance de ceux qui voient l'amalgame. Parce que d'un côté, je vois effectivement ceux qui ont des problèmes, je reçois essentiellement des hommes. Je vois ceux qui, dans la construction de leur identité masculine, ils ont subi des agressions, mais je vois aussi tous les autres qui n'osent plus parce qu'ils se voient comme apparentés à une classe dominante. Donc, ils n'osent plus. Ils sont seuls, ils sont timides, ils sont dans leur solitude. Ce que vous voulez dire, qui est ennuyeux dans les médias et dans les commentaires qu'on entend par rapport à cette histoire, c'est qu'on a tendance à généraliser. C'est-à-dire qu'en tout homme, il y a un violeur potentiel, c'est ça. C'est l'amalgame. Il y a quelques années, on appelait le Y, le chromosome Y, le chromosome de violeur, le chromosome de l'agressif. Donc, oui, on revient à la même chose. C'est que vous êtes un homme, de ce quoi vous êtes un homme blanc d'un certain âge, vous êtes potentiellement violeur. Donc c'est quelque chose, en tout cas, il y a beaucoup d'hommes qui me le disent, qui l'expriment dans l'intimité du cabinet. Et puis il y a quand même ce phénomène relativement nouveau, cette fameuse drogue qui permet le produit qu'on glisse dans le verre de quelqu'un dans une boîte de nuit, et puis cette femme elle est totalement en soumission chimique et elle va accepter un rapport sexuel qu'elle n'aurait absolument pas accepté sans ce liquide. Il y a aussi ça c'est quand même un phénomène relativement nouveau. Il y a le nouveau, c'est par la facilité d'accès, mais le rêve de trouver un moyen pour booster quelque part la libido, voire forcer l'autre à accepter un rapport sexuel, ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas nouveau. Oui, les filtres d'amour, soi-disant, etc. Voilà, c'est la pharmacologie qui a permis la découverte des molécules, donc on va utiliser leur effet néfaste qui permet de prendre le contrôle sur la vie de quelqu'un, mais en même temps, ça c'est un rêve, un fantasme depuis toujours. Alors, en revanche, on a essayé, les grands laboratoires ont essayé de trouver la pilule du désir pour les femmes, et ça, malheureusement, ça s'est avéré un échec. On y a cru un tout petit peu vers 2012, 13, je crois. C'est ça. Il y a cette fameuse molécule, la flibanséline, pour ne pas la nommer, qui a l'AMM, qui est aux États-Unis, mais on n'a pas l'impression qu'elle a beaucoup boosté la vente et voire le désir, la libido des femmes. Donc oui, on est au point mort, parce que probablement, nous n'avons pas encore compris comment ça marche. Mais est-ce que je crois que vous étiez assez d'accord avec moi quand on préparait un petit peu l'émission avant de rentrer dans le studio. En fait, ce que les gens ne comprennent toujours pas, c'est que dans le sexe, il y a énormément de choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité finalement. On est tout à fait d'accord. Il y a le sexe qui va amener quelque part le plaisir, c'est la partie biologique, on va dire. On parle de dopamine et des tas de choses. Et puis de l'autre côté, il y a ce que ça crée, cet élan, cette communion. C'est vrai qu'on est deux psychés qui font une seule psyché, donc c'est une espèce d'union entre deux et ça c'est fantastique, c'est ça qui est fantastique. Donc il y a le sexe objet, finalement ça, objet de consommation, objet de vente, objet, et puis après il y a tout ce qui entoure, c'est ce qu'on appelle le faire l'amour. Voilà, faire l'amour, il y a le mot amour dedans, et là c'est en effet une relation entre deux êtres qui s'aiment et qui essayent de se faire du bien et qui ont besoin de se retrouver. Et puis il y a le sexe. Alors le sexe derrière, c'est de l'agressivité, du pouvoir, de la séduction, un besoin de renforcer son estime de soi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Tellement d'autres choses. De se faire du mal aussi, de gérer des blessures qu'on n'arrive pas à gérer autrement.
Enfin bon. C'est exact. Voilà. Bon, on parle de tout ça avec vous. Et puis, dans un instant, on va donner la parole à Aïchi, qui nous rejoint et qui, je crois, a été droguée justement à cette drogue chimique. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue et sexologue, et on évoque évidemment aujourd'hui la soumission chimique. Aïchi, merci d'être avec nous et merci de témoigner. Donc vous avez connu ça, hein, je crois. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour. Oui, j'ai connu ça il y a quelques années. Pardon. J'ai connu ça il y a quelques années. J'ai sorti avec des amis. On était du coup partis dans un bar pour aller fêter quelque chose entre nous. Et en fait, si vous voulez, moi, je consomme pas d'alcool et je consomme pas de drogue non plus. Donc, ça a été. Enfin, je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti parce que j'avais jamais ressenti ça dans ma vie. J'étais. Je pense que. Enfin, aujourd'hui, je le sais, mais on avait mis quelque chose dans mon verre. Et de ce que je me souviens, c'est que c'était flou. Enfin, mes jambes, elles étaient lourdes. Mon corps, j'arrivais plus à le contrôler. C'est comme si, en fait, c'est comme si j'étais juste spectatrice de moi, en fait. J'ai que des espèces de flashbacks parce que aujourd'hui, genre même quand j'essaie de me rappeler, de me concentrer, c'est un limite trou noir que j'ai. J'ai un moment, je sais que je suis dans le bar où on était. À un autre moment, je sens qu'on me retient. Et jusqu'au moment où je me suis réveillée à l'hôpital parce que mes amies me connaissent et elles ont vu que il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Apparemment, elles me parlaient, j'étais à moitié shootée parce que du coup j'étais shootée en fait. Surtout si vous ne prenez jamais ni d'alcool ni de drogue, ça a dû avoir un effet extrême sur vous. Ouais. Donc du coup mes amies, elles étaient vraiment super inquiètes. Donc elles ont appelé directement les pompiers qui eux m'ont emmenée à l'hôpital. Et donc du coup il s'avère qu'à l'hôpital ils en ont profité pour faire une prise de sang. Oui, et exactement. Oui. Mais donc si je comprends bien, grâce à vos amis, vous avez été épargnée. Ouais. Oui. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Je sais que dans le bar où on était sortis, c'était pas la première fois que ça arrivait. On a pu voir du coup des témoignages de d'autres personnes et je me dis que vraiment grâce à Dieu, grâce à mes amis, j'ai vraiment pu échapper au pire ce soir-là en tout cas. Est-ce qu'il y a eu des suites? Est-ce qu'il y a une plainte et quelque chose pour essayer? Parce que quand vous n'êtes pas la première, vous voyez, je pense que c'est important que aussi qu'on puisse faire le lien parce que c'est insupportable de ce type de savoir qu'on va juste s'amuser entre amis et puis que quelqu'un à votre insu vous fait avaler des drogues. Parce que c'est quand même insupportable comme idée, non? Oui, j'ai posé plainte contre X parce que du coup, bien sûr, je ne sais pas qui, je sais pas quand. Mais c'est tout ce qu'il y a eu et je sais qu'il n'y a pas eu vraiment de suite après ça, quoi. Comment vous pouviez savoir qui a mis ça dans votre verre, hein? C'est toute la question. Mais enfin, ce qui est quand même embêtant, c'est que dans ce bar, visiblement, c'était pas la première fois, quoi. Non, mais il y a eu, dans les réseaux. Il y avait eu un mouvement où, il y a quelques années, je crois, il y a 1 an ou 1 an et demi, où justement plusieurs femmes s'étaient plaintes de plusieurs bars différents. Donc du coup, elles ont relancé ça tout ensemble et elles ont créé un compte qui s'appelle Balance ton bar, où justement les personnes du coup racontaient leurs histoires qui se sont passées dans tel ou tel bar. Et c'est vrai qu'il y avait certains bars qui revenaient beaucoup, beaucoup à la charge. Ouais. Oui, mais vous voyez, si tout le monde était à porter plainte quand ça arrive, vous voyez, ça permettait d'avoir, parce que quand il y a une plainte de temps en temps, effectivement, c'est plus compliqué, mais j'imagine, alors, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas dans la police, mais j'imagine que s'il y a plusieurs plaintes sur le même lieu, il peut y avoir des enquêtes, voire des enquêtes administratives, parce qu'on ne peut pas laisser, vous voyez, vous comprenez un petit peu Mais ce qui se passe beaucoup maintenant, c'est qu'on met des verres avec un chapeau et puis une paille pour que justement on puisse pas glisser dedans cette fameuse drogue. Mais c'est quand même,
Bah, maintenant, c'est simple. Mon verre, je ne le pose jamais. Il est tout le temps à moi. Enfin, J'imagine. j'ai très peur. Enfin, je peux plus. Je ne peux plus poser mon verre. Si je l'ai posé et que même si j'ai bu qu'une gorgée et que je l'ai posé à un moment et que j'ai perdu l'œil dessus, je le bois pas. Je vais tout de suite en prendre un autre. On se demande pourquoi. Moi, ça a été. Je peux plus revivre ça. Enfin, c'était vraiment horrible parce que même quand les effets partent, eh ben, on a encore cette sensation où on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, comment, enfin pourquoi. Enfin, c'est hyper compliqué parce qu'on met vraiment du temps à se réveiller de ça parce que même quand les effets ne sont plus là, on a l'impression que les effets sont encore là. Donc c'est super compliqué. Bah, c'est quand même traumatique, ce que vous avez vécu, quoi qu'on en dise, même si vous n'avez pas été abusé, vous avez quand même eu un moment de perte de blackout. Oui, de perte de contrôle, de sensation de disparaître. Enfin, c'est forcément une sensation de vraiment juste être spectateur de son corps en fait. C'est horrible. En fait, ce qui se passe, c'est une espèce de dissociation, ce que l'on voit dans certaines anesthésies, quand on fait ce qu'on appelle la sédation vigile, dans lequel, pour des opérations légères que je pratique, c'est d'un côté, on n'est pas endormi complètement, on est un peu, mais on est des spectateurs. Et on voit de loin ce qui se passe, avec des moments qu'on plus ou moins flous, plus ou moins déconnectés, et en fait, on ne comprend pas, parce qu'on sent la douleur, mais on n'a pas mal. Vous voyez, et puis, notre corps nous échappe. C'est extrêmement... Même quand on sait que c'est une anesthésie, même ça, c'est difficile. Alors que quand c'est à votre anesthésie, ça va être encore 1000 fois plus compliqué. Complètement. Vraiment, je le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne. Et j'espère vraiment que je sais pas, moi, une loi sera un peu plus dure vis-à-vis de ça. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment horrible. C'est horrible ce genre de moment. Et encore, comme je le dis tous les jours, je suis vraiment heureuse d'avoir pu avoir mes amis à ce moment-là avec moi, parce que si j'avais été toute seule Oui, et puis vous avez eu aussi la réponse, l'explication grâce au fait que vous avez été emmené à l'hôpital. Donc tout ça aussi remet du sens à ce qui vous est arrivé. Mais je ne sais pas ce que dit la loi aujourd'hui, si on arrivait justement à prendre quelqu'un sur le fait. J'avoue que j'ai pas regardé, j'aurais dû, c'est une faute professionnelle. Je ne sais pas ce que dit la loi, mais je crois qu'en effet elle n'est pas très très sévère pour l'instant sur ce genre de choses, parce que justement c'est très compliqué déjà de prouver. C'est mais déjà ce type de témoignage, ça montre qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience que les jeunes sont en danger. Oui. Ils sont en danger, mais il faut pas. Donc du coup, il faut prévoir ne pas sortir seul, par exemple. Là, c'est l'exemple type et l'exemple clair qui dit, voilà, vous êtes quelqu'un qui est potentiellement à risque, il ne faut pas sortir seul, il faut sortir en groupe, entre amis, il faut prendre soin les uns des autres. Parce que c'est ça qui vous a permis finalement de vous en sortir. C'est que bon, il y a la drogue, voilà. Mais le fait que vous n'étiez pas seul, vous êtes accompagné, vous avez des gens, des amis, ceux qui pouvaient compter, ça a été salvateur pour vous. Oui, mais vraiment. Moi, ce qui me fait un petit peu froid dans le dos dans votre témoignage, Achille, c'est que j'imagine qu'on va prendre un verre avec quelqu'un juste comme ça, et puis si on est chez lui, qui nous met quelque chose dans notre verre, on perd le contrôle, quoi. C'est un petit peu... complètement. Ça fait quand même un peu peur alors ça voudrait dire, moi ce qui m'ennuie beaucoup, vous avez raison dans un certain sens, Vincent Hubertan, mais moi ce qui m'ennuie beaucoup, ça voudrait dire que c'est à nous de nous protéger de choses qui peuvent arriver, alors que ce sont quand même des gens qui sont pas nets, quoi. Enfin, je veux dire, il faut pas être net quand même pour glisser ça dans le verre de quelqu'un. Probablement que je ne sais pas, je connais pas non plus ce qui est de la loi, mais il faut que la loi devait être suffisamment sévère pour éviter ça, parce que si, vous voyez, après, voilà, la réponse n'est pas à la mesure de l'agression, c'est quand même... Oui, mais ce que j'entends aussi de la part de certains thérapeutes qui me disent, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont plus du tout la notion du respect de l'autre, et que si ça se trouve, c'est des gens qui s'amusent comme ça sans se rendre compte des effets dévastateurs de ce qu'ils font. Ouais, en tout cas, je sais pas ce qu'il faut leur faire, mais
peut-être leur faire prendre leur propre drogue, j'en sais rien, peut-être qu'ils l'ont essayé, enfin, je sais pas. Oui, c'est une très bonne idée. Œil pour œil, dent pour dent. Vous avez raison, Achille. Oui. Mais parce que dans ce bar, je veux dire, vous étiez avec vos amis à la table, dans la même, enfin, je veux dire, dans la même table avec vos amis. Oui, c'était un bar d'enfants, donc on n'avait pas une propre table. On bougeait un peu beaucoup. On allait récupérer du coup notre verre au bar. Ah d'accord, d'accord. Votre verre bougeait. Oui, d'accord. Donc votre verre était au bar et en effet vous récupérez votre verre sans savoir qu'entre temps. C'est ça. Oui. Donc c'était facile de glisser quelque chose dedans. Oui, oui. On pourrait même s'imaginer qu'il peut y avoir d'autres dans la même situation que vous, parce que finalement, c'est lui qui plaçait les produits, était un peu à la pêche, vous voyez, sur essayer des verres, et puis vous voyez sur qui ça tombait, vous voyez, donc c'est pas sûr que vous soyez la seule qui ait vécu ça. Ce soir-là, malheureusement. Ouais. Eh ben merci en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage parce que c'est important de se rendre compte que ça existe et donc protéger, qu'on protège nos ados. Oui, il faut. Oui. Et exactement. Merci beaucoup Achille, merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil du jour. Je vous propose un duo dos à dos. Vous verrez de quoi il s'agit dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Eh bien, Vincent Hupertan, je vous propose ce duo dos à dos. Alors, c'est déjà très intéressant parce que la posture permet aux deux partenaires de se sentir sans se voir, puisqu'ils sont assis en tailleur, le dos contre le dos de l'autre. Donc, c'est une manière de sentir la chaleur de l'autre en toute intimité, mais aussi en toute sérénité, puisqu'il n'y a pas de risque, on ne se voit pas. Et on se détend. C'est important évidemment d'être dans une pièce tranquille, en sous-vêtements. On n'est pas obligé du tout d'être nu, mais on a un contact évidemment de peau à peau. Et le but de ce Love Conseil, c'est de respirer tranquillement et de ressentir ce qui se passe dans le corps et dans le cœur. Et puis évidemment, il est important de respecter ce silence au moins une petite dizaine de minutes, afin que chacun soit à l'écoute de soi-même. Et donc, dans ce moment de complicité, sans danger, qui n'a absolument rien à voir avec la sexualité, on peut laisser les pensées nous envahir, on peut laisser son cœur s'emplir d'amour ou au contraire de ressentiment, je veux dire. Et ensuite, le but, évidemment, c'est de partager avec le partenaire et chacun doit avoir le même temps de parole. Il n'est pas question de se critiquer, évidemment. C'est juste un moment où on évoque des impressions, des choses qui sont sur le plan émotionnel un peu différents parce que justement ce silence, cette obligation d'être dans le silence, fait qu'il y a des choses qui remontent à la surface. C'est un petit peu tiré un peu de la thérapie Imago, bien sûr, ce Love Conseil. Ça fait partie des conseils que je donne quand on part de se focaliser sur l'essence. C'est qu'il y a le sexe, tout de suite, la pénétration, la durée, rapide, pas rapide. Et puis, il y a quelque chose qu'on appelle de la sensualité. C'est-à-dire qu'on va oublier les sons, on va pas parler, on va pas se regarder. Donc, du coup, on va juste écouter les émotions dans le corps de l'autre. Absolument. Il faut au moins 5-10 minutes pour qu'on puisse, parce qu'en fait, il faut juste que notre niveau baisse. C'est ça. Notre niveau d'alerte. Donc, il faut du temps, de la lenteur. Il faut aller le plus lentement possible, essayer d'écouter un maximum. Et que finalement, en fait, ce qui se passe, c'est une espèce de résonance émotionnelle dans les deux psychés qui le permettent éventuellement d'arriver à l'unisson. Et là, c'est fantastique parce que du coup, ils communiquent autrement que par la voix, par le regard. C'est vraiment, c'est irréel, c'est immatériel et c'est fabuleux, c'est fantastique. Voilà. Alors, pour certains, ça peut être même assez pénible les premières minutes et certains vont peut-être trouver le temps très très long parce que justement, une difficulté à être en soi. Difficile. Il faut baisser le niveau de garde, il faut switcher ce que l'on est, il faut baisser le niveau d'alerte. Et on ne sait pas comment baisser le niveau d'alerte. C'est ça le problème. Donc, du coup, effectivement, cette pénibilité qu'on peut avoir au départ, mais les premières fois, c'est compliqué, mais après,
la plupart des couples, ils trouvent une espèce de résonance. En fait, c'est fantastique. Et ça peut les amener ensuite très très loin dans la sensualité et dans le jeu. C'est une expérience vraiment que je vous conseille. Peut-être que la première fois, ça vous fera bizarre. Et si vous le faites plusieurs fois, vous verrez, vous découvrirez des choses très intéressantes dans votre intimité à tous les deux. Et il y a des choses qui vont faire surface. Hein. C'est tout à fait ça. C'est fantastique. On continue avec Antoinette qui a envie de réagir. Bonjour Antoinette, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Vincent, bonjour Brigitte. Bonjour Antoinette. Je voulais en fait rebondir sur ce que vous disiez et de façon un peu plus globale aussi dire à quel point moi j'étais choquée par ce qui se passe actuellement au travers des féminicides qu'on voit, du harcèlement sexuel au travail, dans le métro, des viols, aussi bien au sein de l'Église, ou des abus, et vraiment toujours portés par des hommes que je trouve très silencieux ces derniers temps, malheureusement, surtout depuis qu'on parle là du procès de Gisèle Pénicaud. Et c'est vrai que je déplore qu'on les entende pas davantage. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à leur à leur façon d'aborder la chose. J'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours aux autres. Ils se dédouanent beaucoup et c'est toujours aux autres de trouver des solutions. Comme par exemple, aujourd'hui, on parle de faire des parkings pour les femmes uniquement, enfin des wagons aussi dans le métro, dans les trains uniquement pour les femmes. Et donc, je trouve qu'en fait, les hommes n'assument pas ce qu'ils font et c'est toujours aux autres. Antoinette, vous avez 100% raison. C'est pas en mettant des parkings et des trains réservés aux hommes et réservés aux femmes qu'on va avancer. C'est en éduquant de plus en plus jeunes, de préférence les enfants, pour qu'on comprenne bien. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, Antoinette, et je tiens vraiment à le rappeler sans cesse, il y a en effet une femme sur 6 qui a subi des abus sexuels dans l'enfance, mais il y a un homme sur 4. Les hommes sont aussi victimes, moins que les femmes, je suis d'accord. Il y a quand même des femmes qui sont des femmes perverses et qui font du mal à leurs conjoints. C'est vrai que les hommes témoignent, parce que c'est compliqué pour un homme de témoigner qu'on est violenté par sa femme. Mais vous avez raison aussi, il y a beaucoup plus de féminicides, ça je suis d'accord avec vous. Mais attention de ne pas généraliser sur tous les hommes. Et ce que Vincent disait en introduction, c'est que souvent chez un homme qui est violent, il y a quelque chose quand même en amont dans l'enfance. Ça n'excuse rien, on est tout à fait d'accord. Mais quand on comprendra que c'est en réglant les problèmes dans l'enfance qu'on améliorera la société, je pense qu'on avancera vraiment. Sinon, on va continuer à faire des lois qui de toute façon, n'empêchent pas les hommes violents de maltraiter. On n'empêche pas les harceleurs de continuer à harceler. Vous comprenez ? Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Néanmoins, je pense que ce qui fait que justement, souvent, on dit les hommes, et moi la première, c'est qu'on est dans une société en fait totalement masculine. Vous regardez en politique, la plupart des postes sont pris par des hommes et des hommes aussi qui ont quand même quelques casseroles justement au niveau de tout ce qui est agression sexuelle, et finalement ça passe très vite à la trappe, on n'en parle plus. Et quand vous allumez la télévision, vous regardez aussi, il y a énormément de films avec beaucoup de virilité, donc c'est vrai qu'on baigne quand même dans une société de testostérone, quoi qu'on en dise. Et je trouve, forcément, du coup, on leur tombe un peu dessus. Mais je pense que ça aussi, il est temps de changer les choses et qu'on puisse vivre ensemble en fait. Mais je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que c'est depuis l'enfance qu'il faut régler les choses. Non, mais ça, je sais. Merci d'être d'accord avec moi, mais c'est pas un discours que j'entends beaucoup de la part des féministes, que si vous voulez. Donc c'est ça qui m'ennuie un peu. J'en entends aucune qui a envie de se battre contre l'excision. J'en entends aucune. Vous voyez, c'est pour ça
ça que je dis, je comprends la révolte des femmes aujourd'hui qui ont été harcelées, qui ont subi des choses et qui n'ont pas encore réussi à s'en sortir et qui ont encore ces blessures béantes. Je l'entends, je le comprends et je suis en empathie avec elles. Mais malheureusement, on ne peut pas changer l'humanité comme ça, simplement. Il faudra sans doute encore beaucoup de temps et je pense que c'est pas en se montant les uns contre les autres qu'on avancera, vous voyez. Bien sûr, mais je me disais aussi que justement cette espèce de cataclysme qui arrive avec l'affaire Pénicaud aurait pu être justement le point de départ de quelque chose. Et écoutez, je crois sincèrement que ce mec, c'est un grand pervers, psychopathe. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Vincent Hubertan, mais moi, je pense qu'il c'est un malade. Ce n'est ni un homme, ni une femme. C'est dans le sens pathologique. Je pense que dans le sens psychiatrique du terme, enfin, je ne suis pas psychiatre, mais c'est quelqu'un qui souffre, qui est un malade, qui a besoin des soins. Donc, est-ce que la place, là, les questions qui se posent souvent aujourd'hui avec les nouvelles technologies d'imagerie, est-ce que la place d'un psychopathe était derrière les barreaux ou dans un hôpital pour avoir des soins? Parce que, par définition, à quelqu'un qui est malade, on n'est pas sûr qu'il va être guéri. Alors que quelqu'un qui va payer la dette envers la société, un jour, il va ressortir, il va pouvoir faire la même chose. Oui, enfin, je suis pas sûre que quand vous dites ça, Vincent, ça convainc beaucoup Antoinette, parce que je crois qu'on a plutôt envie de le jeter dans la fosse des crocodiles et puis ouais, basta. Hein. C'est sûr. Mais il n'est pas seul, c'est ça aussi qui interroge. Oui, ça je suis d'accord. Mais les 100 qui sont des bons pères de famille. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est des psychopathes aussi, ou est-ce que des pervers, ou enfin. Voilà, moi je trouve que vous savez, il faudrait que vous voyiez ce qu'a démontré Milgram, cette expérience de gens qui appuient sur un bouton pour décharger, envoyer des décharges aux gens et qui vont jusqu'à. Je pense que ce psychopathe, hein, on va l'appeler comme ça parce que je ne veux pas prononcer son nom pour des raisons d'éthique personnelle. Ce psychopathe, il a bien monté son truc et encore une fois, je n'ai pas envie de défendre aucun de ces hommes. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est dans un système où on fait la fête entre copains et on oublie qu'il y a derrière un être humain qui est une femme et qui subit ça. C'est un peu le principe aussi du bouc émissaire, quand on voit parfois des gamins qui sont, quand je dis gamins, c'est aussi des gamines, hein, mais qui s'en prennent à un élève dans un lycée. Vous voyez, c'est tout ça. Il ne faut pas nier aussi notre humanité négative. Sinon, on n'avance pas. Sinon, on trouve des coupables et on oublie notre capacité à nous, à chacun d'entre nous, avoir parfois des actions qui ne sont pas très belles. Moi, oui, non, bien sûr, je suis d'accord, mais j'insiste, mais est-ce que pour autant les femmes, on les voit quand même beaucoup moins dans ce genre de perversité, de harcèlement ou de Non, mais vous avez raison. Il y a très peu de femmes qui violent un homme. D'abord parce que c'est compliqué, oui. Et ensuite parce qu'elles n'ont pas ça dans cette culture peut-être. Oui, bien sûr, il y a aussi de la culture, mais cette agressivité virile qui est spécifique des hommes. C'est les hommes qui se battent entre eux beaucoup plus que les femmes, etc., etc. Vous avez totalement raison, bien sûr. Mais le nombre de femmes qui ferment les yeux sur un enfant qui est abusé par quelqu'un de la famille, le nombre de femmes qui ferment les yeux, enfin, vous voyez, on n'est pas beaucoup mieux en tant qu'être humain que les hommes, Antoinette. Voilà. Et il ne faut pas oublier que l'excision est pratiquée par des femmes. Par exemple. Oui, par exemple. Sûr. Voilà, donc c'est ce qui est quand même pour moi le comble de la barbarie, quoi. C'est quand même de la famille en plus. C'est même pas des femmes, c'est pas des étranges. Parfois, c'est dans la famille même. C'est hallucinant, quoi. Enfin, en tout cas, pour nos
nos enfants, j'espère que les choses changeront parce que c'est vraiment très inquiétant, je trouve. Mais vous savez, Antoinette, moi je crois que c'est en acceptant la part sombre de l'être humain qu'on va avancer. C'est-à-dire qu'en acceptant qu'on peut avoir parfois un fantasme de meurtre, un fantasme de faire du mal parce qu'on est blessé, parce qu'on a eu mal, c'est tout ça qui va nous faire avancer. Et je crois qu'il ne faut pas mettre d'un côté ceux qui sont bien et de l'autre côté ceux qui sont mal. Après, vous avez raison, il y a des personnes qui sont un peu hors normes. On met le mot perversion, le mot malade ou psychopathe, qu'importe. Mais derrière, il faut toujours regarder d'où ça vient. Et c'est en allant à la source qu'on va améliorer l'humanité. Enfin, il me semble. Voilà. Et attention aussi aux raccourcis biologiques. Le chromosome X, la testostérone, c'est tout de suite, c'est stigmatisant. À titre d'exemple, il y a des hommes à qui je traite avec la testostérone, il n'y a jamais de violence. Enfin, en tout cas, ressenti. Voilà, voilà. Et en même temps, il y a autre chose qui est quand même extraordinaire. Je vois aussi que, vous savez que je fais de la contraception masculine, c'est-à-dire que des hommes qui viennent de leur propre chef pour demander à être stérile, pour éviter que leur jointe, parce qu'elle a donné, elle s'est payé les accouchements, les césariennes, et que finalement, basta, c'est lui qui va prendre en charge ça. Donc c'est uniquement par sentiment amour. Exactement. Et le nombre... heureusement qu'il y a, qu'il n'y a pas que le portrait. Et le nombre noir, parce que c'est très choquant. Ouais. Et le nombre d'hommes qui ont donné le nombre d'hommes qui ont donné leur vie pour les femmes et les enfants d'abord, Antoinette. Vous voyez, encore une fois, bien sûr que je suis d'accord avec vous, c'est insupportable qu'il y ait encore aujourd'hui, après MeToo, des hommes qui se croient le droit de tripoter une femme dans le couloir sous prétexte qu'il la frôle. Ça montre bien quand même qu'il y a encore du boulot. Oui, travail. C'est ça. On est bien d'accord. Il ne faudrait pas simplifier les choses en trouvant la solution, comme je disais tout à l'heure, séparer les femmes pour la piscine, pour le parking, je pense pas. Et se retrouver dans une société où il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, parce que... Non, mais on n'a qu'à voiler les femmes aussi, Antoinette. Mais oui, mais sur le principe, c'est un peu ça. On voile les femmes pour pas que les hommes... Oui, et c'est là où on remet encore une fois la femme dans un rôle de victime, puisqu'elle est obligée de se voiler parce que, soi-disant, les hommes ne savent pas se contrôler. Vous voyez, ça, c'est pas ma culture. Non, tout à fait. C'est pas ma culture. Merci Antoinette d'avoir réagi, parce que je pense que c'est évidemment ce que ressentent beaucoup de femmes, et je le comprends tout à fait. Mais il faut qu'on soit lucide aussi sur le fait que ce sont pas tous les hommes. Bien sûr. Je pense que c'est quand même moins de 50% des hommes. Sincèrement, pour quand même être à écouter tous les jours les hommes et les femmes. Donc c'est quand même une minorité. J'espère. En tout cas, merci à vous. Je vous en prie, merci à vous, Antoinette. Merci, Antoinette. Au revoir. On continue. Vous avez le droit de réagir, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de profitez-en, puisqu'on parle de ce sujet. Et je sais que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Vincent Hupertan, on parle de la soumission chimique aujourd'hui, et on va donner la parole à Jérôme dans un instant. Et j'ai oublié je voulais le signaler à Antoinette, et puis je voulais signaler ce livre qui vient de sortir, qui est un coup de gueule aux éditions Anne Carrière, de Peggy Sastre. Ça s'appelle Ce que je veux sauver. Vincent Hupertan, c'est un livre qui parle un petit peu de plusieurs phénomènes aujourd'hui, et notamment justement de MeToo. Et ça parle aussi de ce qui se passe en Israël, etc. Et elle évoque justement ce que je viens de dire avec Antoinette, c'est que l'être humain n'est pas linéaire, et que c'est à chacun d'entre nous d'être vigilant et de ne pas laisser notre humanité partir en vrille, si je puis dire. Jérôme, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tous, bonjour Vincent. Bonjour Jérôme.
Alors, votre témoignage va peut-être faire grincer les dents de certains, je crois. Hein. C'est possible. Alors, je dois déjà, avant toute chose, dire que parler de ce sujet de Mazan est vraiment très déstabilisant. Rien que d'en parler, alors en plus d'essayer de le comparer à une expérience personnelle, ça l'est encore plus. Voilà, je tiens à préciser, j'ai été choqué, comme j'espère bon nombre d'entre nous, par ce qui s'est passé. Et j'espère que mon expérience va essayer de séparer l'acte si vous voulez, de ce qui englobe ce problème, c'est-à-dire le non-consentement. Le non-consentement et bien sûr la durée de la tromperie. Voilà, c'est ce qui m'a choqué au plus. Rien n'est admissible, qu'importe l'acte, même s'il est bénin, sans le consentement. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais allez-y, parce que moi j'ai deux lignes qui me permettent de comprendre pourquoi vous dites ça. Oui, mais les auditeurs sont suspendus à vos lèvres, Jérôme. Racontez-nous votre expérience. Je préférais le préciser bien parce sûr, que bien sûr. voilà, c'est vraiment important et c'est pas facile. Sachant que mon expérience n'a pas du tout à voir avec ce qui s'est passé évidemment, mais il y a quand même quelques points communs. Je vous explique. Ma compagne, donc ma femme actuelle, a eu l'occasion d'avoir un petit traitement très bénin, mais qui avait tendance à la faire somnoler le soir. Et c'était sur une courte période, hein, mais donc rien à voir avec ce que a suivi cette pauvre dame. Mais en tout cas, c'est déjà arrivé, donc quand c'était vraiment une ambiance très sensuelle et câlin, qu'elle puisse justement somnoler, voire s'endormir. Alors, en tant qu'homme, je pense que tous les hommes me comprendront, quand on s'occupe de sa femme et qu'on peut la voir s'endormir, croyez-moi que ça perturbe. Heureusement que j'étais au courant de ce petit traitement. D'ailleurs, c'était vraiment pas un endormissement lourd, puisque ça lui arrivait de se réveiller. Mais quand on commençait l'acte et qu'il y avait donc cette somnolence, bon, moi évidemment, par respect, j'arrêtais. C'est arrivé, voilà, qu'elle se réveillait, donc on pouvait continuer. Mais en fait, après, il y avait une espèce de petite frustration, hein, si vous voulez, hein, quand votre compagne s'endort, vous le prenez pour vous, hein, même si c'est pas de sa faute. D'ailleurs, c'est ce qu'elle révélait ensuite, hein, en disant, mais mince, elle était déjà la première à s'excuser, alors que je savais très bien que c'était pas d'elle, mais de ce qu'elle prenait à ce moment-là. Donc voilà, et en discutant par rapport à cette petite frustration-là, elle m'avait dit, écoute, si ça venait à se reproduire, eh bien termine. Alors, j'ai un peu quand même surpris, mais elle voulait pas qu'il y ait cette frustration-là, etc., qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle savait très bien ce qui allait se passer. Hein, donc, voilà, c'est déjà arrivé où elle donc somnole, s'endort, et que j'ai voulu justement continuer. Alors, je tiens aussi à préciser que ma personnalité fait que quand je m'occupe de ma femme, je ne recherche que son plaisir. C'est-à-dire que je m'interdis, par exemple, de jouir avant elle. Ça, c'est ma façon. Je suis comme ça. Et si vous voulez, le fait qu'elle m'autorise, ça, j'insiste bien dessus. Le fait qu'elle m'autorise. Bien sûr, oui. Mais elle peut pas. Si elle s'est endormie, elle peut pas jouir, si. Ah non, justement, c'est là où est, on va dire l'inverse, c'est que justement, comme à ce moment-là, je savais que je n'avais pas besoin d'attendre qu'elle jouisse avant. D'accord. Oui, d'accord, je comprends. Donc vous aviez à ce moment-là la possibilité de vous laisser vite aller sans vous sentir, comment dirais-je, coupable de ne pas l'avoir fait jouir. Exactement. Exactement. Et c'était parce que je savais, moi, que en continuant, même si c'est évidemment déstabilisant, mais encore une fois, comme je savais qu'on en avait discuté, qu'elle avait dit justement... Elle vous avait fait cadeau, vous avez fait ce cadeau par amour pour vous, de vous laisser, pour pas que vous soyez frustré. Tout à fait, exactement. Et du coup, moi, personnellement, ça m'a... Le plaisir était très intense, parce que je savais justement que c'était le seul moment où je vais pouvoir me concentrer en tout cas sur mon plaisir sans chercher au sien, si
si vous voulez. Oui, donc là, j'entends, moi, c'est vrai que j'étais rentré j'entends bien. dans une forme C'est très très intéressant parce que vous voyez, ça confirme exactement ce que Vincent Hubertan, ce qu'on disait au début, c'est que la sexualité est terriblement complexe parce que votre grand plaisir, c'est de la faire jouir et finalement, à ce moment-là où vous ne la faites pas jouir puisqu'elle dort, eh ben vous éprouvez quand même une forte excitation. Et on voit bien toute la complexité de la sexualité, parce qu'à la fois, et on est d'accord, hein, elle était consentante, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de jugement, c'est une histoire entre elle et vous, et on n'a rien à dire. Hein. Mais on voit bien toute la complexité de la sexualité, puisque c'est totalement contradictoire ce que vous nous racontez, vous voyez. Et pourtant, c'est votre vérité, et il n'y a rien à dire. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de la comparer à ce qui s'est passé. Et encore une fois, là où vraiment, alors que ça n'a rien de comparable. Non, ça n'a rien de comparable. C'est juste le plaisir, si vous voulez, d'être avec sa partenaire et sans qu'elle réagisse, si vous voulez. Mais c'était pas ce qui m'excitait moi. Hein. Mais j'ai éprouvé beaucoup de plaisir pour ma personnalité et pour cette expérience. Mais parce que Jérôme, et c'est valable aussi pour certaines femmes dans certaines occasions, tout d'un coup, pouvoir prendre son pied en utilisant l'autre sans avoir besoin de faire attention à l'autre, c'est quelque chose qui est terriblement excitant, et puis voilà, et puis c'est tout, il n'y a rien à dire dans votre cas, puisque elle vous avait donné l'autorisation. Tout à fait. Et c'est pour ça que certains, sans l'autorisation, essayent de profiter de l'autre. Et c'est en ça que vous avez raison, c'est comparable. Donc c'est pas l'aspect chimique, c'est l'aspect de la soumission qui pose problème d'ailleurs. La soumission, qu'elle soit chimique ou autre, parce que du coup là, comme c'était, on dit, consentement, voilà, effectivement, donc il y a chimique, il y a l'intervention de médicaments qui crée de la somnolence et qui va justement des coups d'endormissement, mais il n'y a aucune soumission. Donc ce qui pose problème, donc dans l'aspect soumission chimique, pour moi, globalement, c'est plutôt soumission, et quelle qu'elle soit la soumission, pas que la soumission chimique. Oui, mais en même temps, si une femme a envie de se soumettre à son compagnon, pourquoi juger aussi Oui, mais c'est une soumission consentie. On est d'accord. Non, mais donc bien du sûr. coup, mais c'est quand elle n'est pas consentie, et c'est bien ce que Jérôme signalait avant son témoignage. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Jérôme, parce que votre témoignage, il éclaire beaucoup de choses, je pense, et vous avez été en plus très clair, donc bravo, et merci à vous. Merci beaucoup. Brigitte, et merci à tous les auditeurs, et encore une fois une pensée pour cette pauvre dame trompée pendant plusieurs années. Je parle de tromperie aussi, en plus des viols, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Jérôme. On va faire une petite pause, le temps des infos. Alors j'ai trouvé une petite devinette assez rigolote quand même, Vincent Hubertan, avec le sujet que nous abordons aujourd'hui. Depuis quand les hommes font-ils plus facilement le ménage ? Vous aurez le temps de trouver la réponse, le temps des infos. Et puis on se retrouve évidemment tout de suite après. N'hésitez pas à témoigner. On vous donne la parole sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hubertan est avec nous. Nous évoquons la soumission chimique, le non-consentement, évidemment, lorsqu'une femme n'est pas consciente, que ce soit parce qu'elle a été droguée, parce qu'elle dort ou je ne sais quoi. On parle de tout ça avec vous, et tous vos témoignages, évidemment, sont les bienvenus, quoi que vous ayez envie de dire. C'est justement ce qu'on essaye de faire durant ces 2 heures pour contrecarrer un peu toutes les conneries qu'on entend dans les médias depuis ce procès a commencé. Voilà, c'est dit. Alors la réponse à ma devinette, depuis quand les hommes font-ils plus facilement le ménage ? Je serais tenté de répondre depuis qu'il y a des ménages à 3. Ah non, mais c'est pas ça du tout. C'est depuis qu'ils ont inventé les robots ménagers. Voilà, c'est pour ça. Bon. Écoutez, c'était une petite private joke. Alors, la devise du jour, souriez aux personnes du sexe opposé. C'est vrai que plus vos relations sont difficiles avec les gens d'un autre sexe, si vous êtes une femme et que vous avez du mal avec les hommes, ou si vous êtes un homme et que vous avez du mal avec les femmes, eh bien, il faut vous appliquer à ce que ce soit plus simple. Et donc, c'est tout simple comme conseil. Vous allez, durant la journée, sourire à toute personne du sexe opposé.
juste vous obligez à avoir un sourire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand sourire, mais juste un sourire. Et c'est vrai qu'au départ, ça va être un petit peu crispé, ça va être un peu difficile, parce que comme vous avez peur ou vous n'êtes pas à l'aise avec les personnes du sexe opposé, et c'est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes, ça va être compliqué. Mais vous allez vous rendre compte qu'en face, il ne se passe rien de négatif. Au contraire même, vous aurez parfois une réponse à votre sourire. Et ça va devenir plus naturel. Parce que ce qu'il faudrait quand même, c'est que ce soit naturel d'être face à un homme ou face à une femme. On est des êtres humains, on se sourit, on se dit bonjour, et voilà tout. Donc c'est un petit truc qui paraît comme ça tout à fait anodin, mais qui réellement fait évoluer énormément notre relation à l'autre sexe quand elle est compliquée. Voilà. Je dirais même plus loin, c'est qu'on est tous des robots. On voit dans le supermarché, on voit à McDo, on va pour ne pas le citer, on est face à des robots. On oublie que juste sourire à l'autre, que ce soit l'assistant de caisse, que ce soit un vendeur, un livreur, on a oublié ça. Donc, bien sûr, à sexe opposé, mais juste apprenons à donner 10 secondes avec un sourire à quelqu'un avant de lui dire tendre la carte bleue, payer ça. Et tout ça, ça crée de la connexion avec les gens. Et là, les gens sont étonnés. Ils sont étonnés parce que je m'arrête pour leur dire comment ça va avec un sourire. Ils sont étonnés. Oui, mais rien que déjà un regard. C'est ça. Voilà. Un regard avec un sourire. Et du coup, ça viendra naturel, même si c'est sexe opposé ou même sexe. Je pense que c'est vraiment très important de trouver ces 10 secondes de sourire, de regard profond, pas dans la vitesse, pas dans l'automatisme que nous avons tous. Et d'autant que vous êtes dans le milieu médical et que ça déclenche des hormones positives. Mais on le sent, mais il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir que si quelqu'un te sourit avec un bonjour et un sourire, c'est déjà énorme. Tu sais que c'est quelqu'un qui est déjà ouvert à toi, donc du coup ça crée la connexion sans aller parler d'endorphine et de dopamine, et ça, juste simplement un sourire, c'est déjà fabuleux. Donc voilà, c'était la devise du jour. Bonjour Laura. Bonjour. Merci de témoigner, Laura. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour, merci de me prendre à l'antenne. Moi, j'ai jamais été victime de soumission chimique, mais je voulais réagir par rapport du coup à l'affaire Pellico. Et je voulais dire que personnellement, en soi, j'ai pas été spécialement surprise. Je trouve ça impressionnant, évidemment, mais j'ai pas été surprise. Je pense qu'il y a un vrai problème de la notion de consentement, et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas forcément le réflexe de lier en fait leur sexualité au consentement des femmes. Je pense que ce qui me choque le plus, c'est qu'il y ait autant d'hommes qui sont intimement persuadés d'avoir rien fait, autant d'accusés qui sont intimement persuadés d'avoir rien fait de mal en fait. Et on le voit au niveau des accusés, et je pense que c'est un problème profond. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est ce que j'essayais tout à l'heure de dire avec Antoinette, mais en effet, ces hommes qui sont venus baiser, je pense qu'en effet, vous avez raison, ils n'étaient pas très très conscient que cette femme subissait quelque chose dont elle n'était pas du tout décisionnaire. Vous avez raison. Et c'est là où on voit comment, quand on est dominé par un désir, une pulsion, on ne raisonne plus. Mais en même temps, je connais pas beaucoup d'histoires de femmes qui se sont organisées à plus de 80 pour abuser sexuellement du mari de l'une d'elles. Donc on pourrait aussi raisonner sur le fait que... Non mais Laura, vous avez évidemment raison, mais je crois que c'était la semaine dernière où je faisais une émission où la femme est plus dans le besoin d'aimer et l'homme est plus dominé par sa pulsion. Et ça, c'est une réalité biologique que si on veut, comment dirais-je, si on veut qu'elle n'existe plus, l'humanité n'existe plus. Il faut à un moment donné aussi, je dis pas, encore une fois, je ne dis pas qu'un homme qui a une pulsion a le droit de sauter sur une femme, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, mais il faut quand même comprendre et accepter ce que c'est que la pulsion masculine. Et puis, il faut quand même peut-être aussi dire que, enfin moi, en tout cas, je le dis en tant que femme, je suis quand même contente que les hommes soient virils. Après, je ne me laisse pas violenter, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut accepter une réalité. Je vois, mais je suis vraiment pas d'accord.
Je suis Vous vraiment avez pas le d'accord droit. parce qu'il y a des femmes. Vous avez le droit. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment énormément le sexe et qui aimeraient pouvoir assouvir leurs pulsions. Mais soit elles n'ont pas le temps parce qu'elles travaillent et elles élèvent des enfants et comme on le voit dans l'affaire Pellico, elles font tourner le ménage parce que c'est un peu ce que l'enquête révèle. Soit elles ont aussi peur d'être humiliées. C'est pas très bien vu aussi d'être une femme avec une sexualité trop libérée. Je pense qu'on laisse une place plus grande et plus saine certainement au désir des hommes. Mais en tout cas, est-ce que c'est un désir de sexe ou un désir de domination quand on peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui dort? La question se pose. Ah bah, c'est inacceptable, Laura. Personne va défendre ça. Enfin, en tout cas, c'est indéfendable. C'est défendable parce qu'en fait, il y a quand même, ça vient au cœur de ce qu'on a parlé tout à l'heure sur l'aspect de la soumission et du consentement. Le problème, il est clair, c'est le consentement, quoi. Donc là, à partir du il n'y a pas de consentement, c'est pas défendable, quel que soit le contexte, quelles que soient les conditions chimiques ou pas. Hein. Pour moi, à titre perso, à titre d'homme, je ne suis pas le médecin qui parle, je suis en tant qu'individu, que citoyen, c'est cette notion de consentement qui doit être au centre, autour de la sexualité. Hein? Oui, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'on se rend compte qu'il faudrait qu'on ait plus souvent ces discussions, peut-être entre nous, entre proches, ou même avec nos amis mariés. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez libre. Alors ça, on ne parle pas beaucoup de consentement ni d'envie, quoi. Non, mais Laura, je pense que le problème, c'est même pas la question du consentement, c'est la question d'accepter, de comprendre que pour l'instant, en France, en tout cas, je crois que c'est malheureusement dans tous les pays pratiquement, parler de sexualité avec quelqu'un, c'est tabou. Et donc, tant qu'on ne pourra pas parler librement de sexualité avec son partenaire, il y aura forcément des tas de malentendus. Et il y aura des soirs où la femme n'avait pas vraiment envie et que l'homme n'aura pas compris parce que ça n'aura pas été dit. Vous croyez pas quand même que c'est ça le problème, Laura? Non, moi je pense pas. Je pense qu'aussi il y a des raisons pour lesquelles les femmes ont moins envie que les hommes, qui sont au-delà aussi de la biologie. Je pense qu'il y a aussi des raisons de fatigue, de poids, de choses à gérer. Encore une fois, quand on reprend l'affaire Pellico, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a pas été si viril dans sa gestion de son foyer. Pour reprendre votre expression, il n'a pas réussi à tenir les finances malgré ce qu'il précise. Non, mais je ne veux même pas parler de ce personnage. À la place d'une femme qui se retrouve à devoir gérer les enfants, les finances, parce que le mari a fait des mauvais investissements. Non, mais Laura, moi je ne veux pas, je ne veux pas parler du procès et parler ni de lui ni d'elle parce que d'abord j'ai pas suivi ça suffisamment pour me permettre d'en parler et le procès est en cours, donc je ne veux absolument pas. Après, chacun y va de son interprétation et il faut se méfier de ces interprétations qui ne font que parler de nous. Laura, ce que vous dites, je l'entends et j'entends ce que ça signifie de vos blessures et de vos convictions et que je respecte tout à fait. Je comprends ce que vous dites, mais c'est en travaillant sur soi qu'on améliore la relation aux autres. Vous savez, Laura, c'est pas en critiquant les autres. Oui, enfin bon, je pense qu'on a le droit de critiquer les accusés quand même. Ah ben, je suis pas en train de les défendre. Je dis juste que je ne veux pas... plus de choses sur eux que sur moi quand même. Non, mais je ne suis pas du tout en train de les défendre, Laura. J'essaye d'expliquer clairement que chacun, actuellement, dans ce procès, il va avec des arguments qui sont quand même très représentatifs de là où... de nous, c'est tout. Mais comme dans tout procès, d'ailleurs. Hein, c'est pas, mais plus particulièrement dans des procès d'ordre sexuel, parce que c'est compliqué d'être au clair avec sa sexualité. En fait, je veux répondre aussi, Brigitte, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la notion de consentement. C'est qu'en thérapie, les uns et les autres consultent, et quand je pose la question simple, ça fait 20 ans que vous vivez ensemble, vous avez fait des enfants, vous avez une vie intime plus ou moins réussie. Est-ce que vous parlez sexe ?
Donc, avant de parler consentement, est-ce que vous parlez ce que vous avez envie, ce que vous n'aimez pas, ce que veut l'autre? Est-ce que vous connaissez ce que l'autre a envie? Connaissez-vous ces tabous? Et là, chaque fois, la réponse est la même, mais non. Est-ce que votre compagne, votre compagnon sait que vous consultez un sexologue? Mais non. Donc ça fait 25 ans que vous êtes ensemble, ça fait 25 ans que vous partagez le désir, les fantasmes, la sexualité, et vous n'avez jamais trouvé le moyen pour parler, pour dire. C'est ça, le mot c'est l'humain, c'est l'humanité. Elle nous définit par notre capacité à mettre par le verbe ce que nous ressentons, nos émotions, nos douleurs, nos souffrances, nos frustrations. Et là, on ne sait pas parler. Donc, comme nous savons, en fait, nous, le sexe, on parle, soit les blagues entre amis, sorties de job, c'est le happy hour, soit on fait des blagues, soit on va à la télé, mais en fait, on est incapable de parler à froid de sexe comme on parlait, alors est-ce qu'on va au restaurant, est-ce qu'on fait un truc, c'est quand même extraordinaire. Mais parce que je crois qu'on ne sait pas vraiment tout de notre sexualité, et c'est moi qui le dis, et pourtant j'ai quand même essayé de comprendre plein de choses. En tout cas, merci Laura, parce que votre témoignage touche certainement d'autres femmes, et vous vous êtes exprimée, et c'est tout à fait votre droit, même si on n'était pas tout à fait d'accord. J'ai pas à dire que j'ai raison et que vous avez tort. Loin de là, on a tous raison dans notre ressenti. On fait une petite pause et c'est Julien qui va prendre la parole dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous et nous parlons aujourd'hui de soumission chimique et de non-consentement, évidemment, comme l'a très justement dit Laura il y a un instant. Julien, bonjour. Oui, bonjour. Merci de témoigner, Julien, d'autant que votre témoignage, on est, si je puis dire, malheureusement en plein dans le sujet du jour. Oui. Allez-y, je vous en prie. Donc, voilà, moi j'ai souhaité témoigner parce qu'il y a 2 ans maintenant avec ma femme, c'est elle la première victime. On s'est rendu dans une soirée où elle a été droguée et malheureusement violée. Donc, en fait, pour vous expliquer, je vais essayer d'être concis. Donc, on s'est rendu à cette soirée, une soirée qui était festive où il y avait pas mal de monde. Donc, la soirée s'est passée normalement jusqu'à une certaine heure de la soirée, en fait, où elle me demande une cigarette, je lui dis que j'en ai pas. Et je lui dis, va en acheter au bar à l'intérieur de l'établissement, puisque je fumais dehors. Et en fait, de là, pendant 1h30, je ne vois pas revenir. Donc, elle me dit, j'y vais, je reviens. Elle revient jamais, donc je me mets à la chercher. Je la retrouve au bout d'1h30 avec un serveur de l'établissement, voilà, qui était en train qui l'avait violée. Donc, sur le coup, moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Enfin, j'ai cru que c'était une tromperie, voilà, sauf que... Oui, quelle horreur, oui. Ouais, sauf qu'en fait, sa position, en fait, je la retrouve prostrée dans un coin, voilà, et puis après, on rentre à la maison, même si je demande des explications, et puis, en fait, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, elle a pas de souvenir, elle est incapable de m'expliquer pourquoi, en fait. Pourquoi elle l'a suivi, pourquoi elle est là, voilà, donc sur ce, j'ai un ami qui m'appelle, qui était à la soirée, qui me dit... Voilà, je suis persuadé que ta femme a été droguée. J'en suis sûr, parce qu'à un moment donné, elle avait les yeux dans le vague. Enfin, voilà, il lui parlait. Et quand il est revenu, en fait, elle était complètement désinhibée. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Moi, je n'ai pas fait attention. Donc, sur ce, en fait, on a décidé de faire des examens. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est rendu à la gendarmerie. Qui nous a envoyés à l'hôpital. Et dans la nuit, en fait, donc c'était 20 heures après, à l'hôpital, la médecin a réveillé ma femme en lui disant « Vous avez été droguée. Vous avez été droguée. » Donc ça a été, entre guillemets, un soulagement pour votre couple, bien sûr. Voilà, oui. De savoir qu'il y avait eu quelque chose. Alors, là où ça se corse, c'est qu'en fait, le lendemain, on avait porté plainte auprès de la gendarmerie. La gendarmerie nous rappelle, nous demande de revenir pour être réentendu. Et en fait, là, il la garde 3 heures et il la malmène, entre guillemets, jusqu'à lui faire dire qu'elle a menti. Voilà. Donc, lui faire dire qu'elle a menti. Et 2 jours après, elle a convoqué au tribunal pour dénonciation mensongère.
Donc ce qu'on n'a pas du tout compris, puisqu'on avait quand même les analyses de l'hôpital. C'est incroyable ce que vous racontez là, oui, en effet. Ouais. Oui. Incroyable, alors c'est pas fini parce que en fait, par chance, j'ai eu la chance d'accéder aux vidéosurveillance de l'établissement en fait. Et après 10 heures de visionnage, j'ai trouvé le moment où en fait on voit quelqu'un qui met quelque chose dans son verre. Et donc je suis retourné voir les gendarmes. Avec la preuve, oui, bien sûr. Avec la preuve. Donc là, il s'est excusé, excusez-nous, on s'est trompé. Et donc, est-ce que votre femme peut revenir pour porter plainte? Donc voilà, ça a été compliqué parce que même j'ai essayé de la convaincre d'y aller parce que c'était important, mais bon, elle a quand même subi un double traumatisme en fait. Il y a le traumatisme du viol. Et puis de ne pas être cru, oui, bien sûr. Ne pas être cru. Et puis d'être quand même agressée finalement, alors que c'est elle qui est victime. Et ça me surprend parce que c'était il y a 2 ans et on a l'impression que les gendarmes, ou les policiers, je ne sais pas, puisque je ne sais pas vers qui vous vous êtes tourné, mais gendarmerie. Oui. On avait l'impression que ça avait quand même beaucoup avancé et visiblement il y a encore du boulot là. Hein. C'est la double peine, quoi. Ouais, moi j'ai été effaré parce que, alors, si vous voulez, maintenant je suis documenté, mais dans 80% des cas, en fait, de soumission chimique, on retrouve soit des benzodiazépines, soit des antihistaminiques. Donc c'est des médicaments de l'armoire à pharmacie. Et le gendarme, en fait, voulait pas recevoir les analyses, croire aux résultats des analyses parce que c'était pas du VHB. Donc il m'a dit, non, c'est pas du VHB. Et bon, oui, d'accord, oui, bon. Donc voilà, alors malheureusement, voilà, on a porté plainte. La plainte a été prise, donc il y a eu des réquisitions, des gardes à vue, sauf que c'est intervenu presque 10 jours après. 10 jours après les faits, donc ils n'ont rien trouvé chez les auteurs. Et à la fin, si vous voulez, la plainte est classée sans suite. Alors, il y a une énorme frustration en fait par rapport à tout ça. Vous voulez dire que alors qu'on sait qui c'est, il n'a pas été jugé coupable? En fait, l'état actuel des choses, c'est qu'on sait qu'elle a été droguée, donc c'est un viol, mais on ne peut pas prouver qui a fait quoi. Mais pourtant, on a vu la personne qui met ça dans son verre. La complexité, c'est que dans notre affaire, il y a 2 protagonistes. Il y en a un qui met quelque chose dans le verre, et il y en a un autre qui la viole. Donc en fait, celui qui la viole, il dit, moi, elle était consentante, j'ai pas vu qu'elle était droguée. Et celui qui met quelque chose dans le verre, ils s'en sont sortis. On voit vraiment. Oui, ils s'en sont sortis comme ça. Ils mettent le cachet dedans. Ouais. Donc c'est vrai, c'est très frustrant. Et aujourd'hui, moi, en fait, je souhaitais témoigner pour entre guillemets faire bouger les choses, pour pas que ça arrive à quelqu'un d'autre, parce que en fait, ce qui est terrible dans ces histoires, c'est que ces drogues-là, c'est pas du GHB. En fait, c'est pas un blackout de 6 heures, de 10 heures. En fait, c'est un effet de sédation. Donc, c'est en deçà du coma. Donc, la victime, elle est consciente, elle peut marcher, elle peut parler, mais elle ne se rend pas compte de ce qu'on fait, de ce qu'elle fait. Oui, je comprends. C'est-à-dire que c'est même utilisé dans les vols, par exemple, de carte bleue, où vous administrez cette drogue avec de l'alcool ou avec un verre d'alcool, et vous pouvez demander la carte bleue à la personne, elle vous la donne, et vous lui demandez son code, elle vous la donne. Elle ne se rend absolument pas compte, en fait, de ce qu'elle fait. Et donc là, c'est pareil. Et j'aimerais, j'aimerais que les choses changent, que les victimes, parce que pour une victime, en fait, c'est très dur. C'est-à-dire que, voilà, j'étais au premier loge, la vraie victime. Non, mais attendez, elle se fait violer, on la croit pas. Et en finale, le coupable ne subit rien, c'est insupportable. Ce que vous racontez, Julien, je vous crois parce que je vois pas pourquoi vous me raconteriez, mais ça paraît incroyable. Enfin, moi, je trouve ça totalement insupportable. Ouais, je vous assure, c'est vrai, c'est insupportable. Mais en fait, c'est la perversité de ces drogues, c'est-à-dire que c'est entre guillemets la drogue idéale pour un violeur, parce que ça rend la victime dans un état de confusion, en fait, avec des flashbacks, une amnésie partielle, pas dans l'acte, entre guillemets. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est conscient, mais qui est soumis, en fait. J'entends. Et le lendemain, en fait, la victime, c'est très dur pour elle de savoir si c'est parce qu'elle a trop bu, si c'est... Oui, à la limite, si vous n'aviez pas été là, peut-être qu'elle ne se serait même pas... Enfin, elle aurait même pas su ce qui s'était passé.
Écoutez, merci Julien de votre témoignage. Je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il y a quand même un vrai problème dans notre société de non-respect des uns des autres. Voilà. Et qu'il y a des choses qui doivent changer, c'est que voilà, c'est pas possible qu'on arrive dans ces situations dans lesquelles on va porter plainte et que parce que finalement, les choses ont été beaucoup plus simples si tout de suite aurait eu, par exemple, le lien que des prélèvements. Enfin, oui, ça aurait été beaucoup plus simple et facile pour tout le monde, y compris l'accompagnement de la victime. Merci Julien. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil du jour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, les endroits préférés des femmes pour faire l'amour. C'est une enquête qui va évidemment intéresser les hommes. Bon, alors il y a l'ascenseur qui arrive assez en tête, mais bon, il vaut mieux choisir quand même des heures creuses, c'est mieux. La voiture, toujours, qui est bien placée. Alors attention, parce que les amendes peuvent s'élever jusqu'à 15 000 €. Donc faites attention de ne pas être surpris. Puis de toute façon, faites l'amour dans une voiture à l'arrêt. Oui. Vous connaissez cette histoire d'une femme qui faisait une fellation à cet homme qui conduisait. Il a dû freiner brutalement et son pénis a subi un craquement. Ça a craqué. Ça a craqué, oui. Ça a craqué. Non, mais c'est une histoire vraie que je vous raconte. Il y a aussi la cabine d'essayage qui reste dans le top 10. Et puis le bureau. Alors évidemment, s'il s'agit d'un open space, ça marche pas, mais donc c'est plus compliqué aujourd'hui. Et alors, il y a la salle de bain qui fait partie des endroits où les femmes aiment bien faire l'amour, peut-être parce que les hommes ne se lavent pas assez, j'en sais rien, non, je dis n'importe quoi. Et puis, sur une table, curieusement, donc vérifiez quand même qu'elle soit suffisamment solide. Et puis arrive aussi le cinéma. Je n'aurais pas imaginé, mais si, le cinéma aussi. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la nature arrive assez loin derrière, mais peut-être que c'est parce que l'enquête a été faite en hiver, je ne sais pas. Oui. Mais non, la nature n'est pas un endroit si prisé par les femmes. Sauf peut-être les nuits de pleine lune, parce que là, évidemment, c'est un moment romantique, la pleine lune pour les femmes. Voilà, donc ça vous surprend ou pas, ça, Vincent ? Oui, ça me surprend, mais c'est plus des fantasmes, on va dire, que des vraies réalités. C'est que dans l'ascenseur, c'est quand même compliqué. Si c'est le plus fréquent en dehors du lit conjugal, enfin du lit, c'est l'ascenseur, ça me paraît un peu compliqué. Déjà, avec Otis, c'est pas toujours confortable. Et puis c'est rapide. C'est extrêmement court parce que l'ascenseur ne s'arrête pas vraiment. Donc il faut. Oui, oui, il faut éviter hyper précoce. Un gratte-ciel. Il faut au gratte-ciel. Il n'y en a pas beaucoup par ici. Oui, vous avez raison. C'est certainement plutôt du fantasme. Ouais. Alors, 3 minutes pour convaincre. Notre sujet du jour, un peu d'alcool, c'est bon pour la libido. Nous avons Martial et Cédric qui sont avec nous. On va d'abord dire bonjour à Martial qui est pour. Bonjour Martial. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis nous avons Cédric qui est plutôt contre d'ailleurs. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Alors comme toujours, on laisse d'abord la parole à Martial qui va essayer de convaincre Cédric. Bonjour Martial. Bonjour donc. Alors, convaincre, oui, enfin, j'ai pas de prétention, mais c'est vrai que l'alcool, bon, on le sait, mais comme d'autres substituts comme ça peut désinhiber. Bon, alors, c'est pas génial quand on est au volant, mais quand on est au lit, ça peut être sympa. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'alcool, oui, mais pas n'importe quelle et pas à n'importe quelle dose. Parce que c'est vrai que si on a trop, alors évidemment, là, ça fait l'effet inverse, surtout chez l'homme. Après, on le sait et on le voit dans notre cinématographie, il y a le champagne qui est associé à des moments de volupté chez la femme. Enfin, on le voit, c'est pas mal. Après aussi, il y a les mondes, c'est-à-dire que on ne va pas prendre un même alcool en Espagne, en Belgique, en Angleterre. Dans les mondes anglo-saxons, ce sera un alcool fort, ce sera un petit whisky, des choses comme ça, un bourbon. C'est vrai qu'en Espagne, ce sera un petit coup de vin rouge de par là. De sangria. En Belgique, ce sera plutôt de sangria. En Belgique, ce sera plutôt une bière une fois. Et c'est vrai que voilà. Alors il y a dans les pays plus, ce sera un petit saké, et le saké aussi avec le thé. Enfin voilà, il y a tout. On sait qu'il y a des pays où il y a tout un cérémonial autour d'une boisson qui peut. Alors
on parle de l'alcool, mais il y a d'autres boissons aussi qui peuvent désinhiber, ouvrir les chakras, ou ouvrir le cœur, ou ouvrir l'âme, enfin, quand sais-je. En tout cas, voilà, il y a toute une sémantique autour de ça, et on sait que ça peut aider certains aussi qui ont plus de difficultés, voilà quoi. Donc moi, je pense que c'est positif à partir du moment et à mesure que ça soit justement à la bonne mesure, évidemment. Quoi. Et alors, Cédric, qu'est-ce que vous répondez à Martial ? Alors, je vais être mitigé dans le sens où, sur une petite quantité peut-être, par contre, ça peut couper la libido dans le sens inverse au partenaire, où moi je vois dans mon expérience personnelle, où ma femme ne supporte pas du tout l'odeur d'alcool ressentie chez quelqu'un. Donc là, systématiquement, s'il y a une odeur d'alcool, ça lui coupera totalement la libido. Et on sort, nous, on est libertins, et quand on sort en club et qu'il y a un homme qui vient vers nous qui a une odeur d'alcool... qui a la laine, qui sent l'alcool. Qui a la laine d'alcool, la libido pour elle, maintenant, elle est à zéro à ce moment-là. Et on va chercher quelqu'un d'autre, ou on va s'approcher de quelqu'un d'autre, et on sort dans un petit club, qui est pas énorme, hein. Et on est beaucoup de gens à se connaître, et avec des femmes qui sont dans la même situation que la mienne. Ceux qui ont une odeur d'alcool, systématiquement, ça leur coupe la libido. Ils n'ont pas, ou là, ça leur coupe l'envie, quoi. Ils n'ont pas envie d'aller plus loin sur la relation à ce moment-là. Remarquez, on peut comprendre qu'une femme n'ait pas envie de faire l'amour avec un homme bourré, hein, si je peux me permettre. Après, il y a des hommes qui ne sont pas systématiquement bourrés non plus, hein, quand on est dans les clubs. Mais ne serait-ce que l'odeur d'alcool, quand c'est une bière un peu trop prononcée, ou d'autres alcools un peu trop forts, il y a tout de suite la laine. Et, oui, mais Martial proposait plutôt un petit verre pour désinhiber. Ça vous paraît négatif aussi, Cédric ? Alors, il faudrait que ce soit à la limite léger et qu'il y ait le repas pour casser l'odeur. D'accord. Martial, qu'est-ce que vous ajoutez ? Moi, personnellement, je recoupe un petit peu, mais même personnellement, moi, s'il y a une femme qui vient vers moi avec une odeur d'alcool prononcée, personnellement, ça va pas m'attirer non plus. Allez-y, Martial, oui. J'aurais tendance à proposer à Cédric de privilégier les alcools de qualité. Parce qu'un alcool de qualité, s'il est pris bien sûr en certaines mesures, ça ne donne pas une haleine de cheval. Hein. Quand on prend un bon champagne, je suis désolé, mais ça fait pas mal non plus. Alors, moi, je suis tenancier d'un établissement justement qui distribue de l'alcool. C'est comme ça. Et je vois que des couples se forment au sein de mon établissement, et juste pas tout de suite, quoi. Pour avoir un petit verre, il y a une rencontre, il y a un échange. Et les couples se forment, pour être clair, les premiers bisous se font après la deuxième bière, par exemple. Vous voyez, c'est parce que justement, ça doit donner peut-être de l'élan, du courage, parce que tout le monde n'est pas... parce que face à l'amour, on n'est pas non plus tous égaux. Hein. Des fois, il faut du courage pour aller vers une aventure. D'ailleurs, on appelle ça une aventure. Donc, moi, je pense qu'il y a besoin de succédaner. Alors, de succédaner, c'est le cas de le dire, si je peux me permettre, c'est pour la blague. Mais, oui. Je pensais que c'était un lapsus, alors je me disais, oh là là, où on va ? Là aussi, c'est un lapsus, quoi. Voilà. Et donc, oui, moi je pense qu'on a toujours, depuis la nuit des temps, vous savez que les animaux mangent des herbes qui leur permettent justement un peu psychédéliques. Et les animaux dans la nature sont en recherche d'herbes psychédéliques, et donc eux aussi peut-être qu'ils baissent quand ils ont mangé des trucs sympas, j'en sais rien, mais en tous les cas voilà, je sais que l'humanité est en recherche de choses qui nous permettent de s'extraire un peu leur quotidien ou de leur votre débat est intéressant. Il est évidemment qu'on ne fait pas boire une femme pour abuser d'elle. Ça, je crois que c'était quand même important de le dire avec le sujet du jour. Vincent Hupertan, votre avis, vous, alors justement mon avis, est le suivant, c'est que je vois des tas d'hommes qui ont trouvé une solution miracle parce qu'ils sont précoces, parce que l'alcool retarde l'orgasme. Donc, un homme qui est précoce réalise que boire un verre de whisky, 2 avant le rapport, le problème c'est que si c'est avant chaque rapport, à force d'eux, sont devenus alcooliques. Vous voyez, donc il y a un lien là-dessus. Et chez la femme également, il y a des femmes qui, sous l'effet de l'alcool, n'arrivent plus à l'orgasme parce que ça bloque
De la même manière que pour conduire au volant, ça retarde les réflexes, ça va retarder les réflexes orgastiques. Donc, effectivement, on pense que ça désinhibe. Oui, il y a un effet facilitateur, c'est bien pour les caractères festifs, on fait des fêtes, on s'amuse. Mais attention, c'est que la consommation d'alcool peut retarder les réflexes orgastiques. Donc, si on est précoce, pourquoi pas de temps en temps, mais si non, on risque soit l'orgasme tardif, voire l'anorgasmie, surtout chez la femme. Oui, donc plutôt inverse, sinon bonjour les dégâts. Hein. Exactement. Voilà le verdict de Vincent Hupertan. Merci en tout cas Martial, merci Cédric d'avoir échangé. Et puis on comprend, vous n'étiez pas tout à fait non plus sur le même registre, mais on comprend que c'est pas si simple et que l'alcool n'est pas la solution miracle, c'est pas l'aphrodisiaque de la libido. Exactement. Hein. Ça c'est sûr. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant et puis vous pouvez bien sûr nous rejoindre 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. Vincent Hupertan est avec nous. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses sur cette question de soumission chimique, de consentement. J'en profite pour rappeler ce livre, j'en ai parlé tout à l'heure, de Peggy Sastre, qui vient juste de sortir. C'est un essai, c'est aux éditions Anne Carrière, ça s'appelle « Ce que je veux sauver ». Je l'ai lu comme ça ce week-end, ça se lit très facilement. Et c'est intéressant parce qu'elle aborde différents sujets de société qui sont des moments où on prend conscience de notre humanité qui en ce moment est un petit peu en danger. Malmenée. Oui, et on a toujours l'impression que ça ne pouvait plus exister et ça existe encore. Elle parle évidemment du 7 octobre. Là, on le voit avec le procès actuel de soumission chimique. Oui, l'être humain n'est pas fondamentalement bon et c'est à chacun d'entre nous de réagir. Moi, j'adore cette phrase, je ne sais plus qui a dit ça, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Et c'est peut-être à nous tous de ne pas être silencieux quand on voit à côté de nous, derrière quelqu'un qui va pas bien ou quelqu'un. Soyons vraiment tous là, quoi. Des choses qu'on peut voir tout simplement dans les salles d'attente des hôpitaux où on voit une agression et personne ne bouge, dans le RER, dans le métro où des jeunes femmes se font agresser et que personne ne bouge. Peut-être qu'un jour il va falloir qu'on ait cette prise de conscience qu'il faut assumer, il faut sortir de son confort. C'est vrai qu'une société, elle est violente, mais elle est violente parce que le monde la violence, parce qu'on ne va pas vous montrer là où les médecins font le job, ou là où vous voyez les trains qui arrivent à l'heure, on parle toujours des trains qui arrivent en retard. Les humanitaires qui s'investissent au péril de leur vie, qui vont partout dans le monde, alors qu'ils ne demandent rien, les humanitaires. Je parlais de SAMU, des mais médecins, même nos infirmières dans les hôpitaux, nos policiers qui tous les jours voient des horreurs. Exactement. Là, on ne parle pas, alors que finalement, c'est là-dedans qu'il est aussi quelque part de notre humanité, parce que finalement, est-ce que l'être humain est si mauvais, en fait? On aura toujours des gens, des exceptions de quelques pourcentages, et c'est toujours ça que l'on voit, toutes ces exceptions, et donc on est abreuvé à longueur de journée, alors que finalement, quand tout se passe bien, ça intéresse qui? Oui, mais ça, c'est tous les journalistes le savent. Dans l'école de journalistes, on explique que c'est parce qu'on annonce une catastrophe que le téléspectateur ou l'auditeur va rester suspendu parce qu'il y a une sorte d'effroi et on sait on est hypnotisé par les mauvaises nouvelles. Une bonne nouvelle, on va sourire 2 minutes, mais on va pas rester pour connaître la suite. Voilà. Et plus on va rester accroché à une nouvelle, plus on va consommer. Finalement, on capte quelque part le bien le plus précieux, c'est notre temps d'attention. C'est parce que du coup, en même temps, on est abreuvé par des publicités, on arrive à parler de la consommation. Vous voyez, c'est quand même... alors que, quand ça se passe bien, mais il y a des gens qui font des choses bien dans ce pays, il y a des investisseurs, il y a des entrepreneurs, il y a des salariés, il y a des syndicats, il y a tellement des belles choses. Et finalement, regardez les Jeux Olympiques. Là, c'était une période de grâce parce que on entendait, il y avait plus
plus de problèmes, plus de politique. On n'avait pas de Premier ministre, mais ça posait pas aucun problème. Que finalement, on était tous ensemble et finalement, c'était un moment fantastique, un moment de grâce. Et puis là, c'est fini. C'est reparti avec les problèmes, avec la politique, avec tout ce qui se passe. Et finalement, c'est quoi l'humanité? Est-ce que c'était les Jeux Olympiques, Paralympiques, ou est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans les infos dans lesquelles on est abreuvé? C'est quoi le symbole de l'humanité? C'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu de tout. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans une société où on a un peu tendance à cliver. D'un côté, c'est blanc, de l'autre côté, c'est noir. Non, on est tous avec des zones d'ombre, on est tous avec des bons côtés, puis des mauvais côtés. Et dans la sexualité, peut-être encore plus qu'ailleurs, parce que c'est compliqué, la sexualité, c'est compliqué, puisque c'est forcément toujours dans un rapport à l'autre, sauf évidemment dans le cas de la masturbation, mais même la masturbation, on n'est pas toujours très lucide sur nos masturbations. Voilà, il y a toutes ces dualités de l'esprit, et que la dimension 100% biologique reptilienne, on disait avant, oui, que la dimension humaine, le Homo sapiens, voyez, cette double nature de l'homme, la nature humaine, la nature profonde et biologique, de vouloir reproduire, copier son existence, et celle qui est la dimension humaine, d'empathie, de lien social. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, Vincent Hupertan, parce que quand j'ai commencé à étudier la sexologie, on part toujours de la nature, d'abord des bactéries, et on passe après à tous les animaux de la Terre. Mais on oublie une chose, c'est que l'être humain, ce n'est pas uniquement une sexualité reproductive. Et c'est peut-être ça qui rend la sexualité si compliquée. Exactement. D'ailleurs, on le voit, c'est que les mammifères intelligents. Là où la sexualité est en jeu, on voit les dauphins et on voit les chimpanzés. Donc, les bonobos. Et voilà, la particularité des bonobos, où la sexualité crée du lien, parce que c'est en jeu. Et le seul enjeu de cette sexualité, c'est de créer du lien, de créer du plaisir partagé. Alors que le reste, c'est vraiment uniquement à viser de copier la vie, de la reproduction. Donc, et je pense à une chose qui va peut-être expliquer bien aux auditeurs ce qu'on a essayé de transmettre aujourd'hui durant ces 2 heures. Moi, vous savez, Vincent Hupertan, que j'ai beaucoup de chiens, et de temps en temps, vous avez... moi, j'ai que des chiennes en plus. Donc, j'ai une de mes chiennes qui essaye de sodomiser, si je puis dire, une autre chienne. Et souvent, j'ai des amis qui croient que c'est quelque chose de sexuel, et je leur dis non, c'est juste des rapports de soumission-domination. La chienne qui se met sur l'autre veut la dominer, puisque c'est une chienne, donc ça n'a rien de sexuel. Vous êtes bien d'accord avec ça? Et naturellement, l'être humain projette ses propres fantasmes. Donc je ne lui dis pas qu'il a projeté ses propres fantasmes. Je me permets pas je veux pas me fâcher avec tous mes amis. Mais je suis juste en train d'expliquer que ce ne sont pas quelque chose de l'ordre du sexuel au sens sexuel. C'est juste un besoin de soumission ou de domination. Enfin, vous êtes d'accord avec ça? Et justement, tous nos échanges, tout ce qu'on parle, et puis qu'on parle autour de ça, ça montre que finalement, je pense qu'on a encore plein de choses à comprendre, d'interpréter, d'analyser, que ça paraît très simple, oui, le sexe, le consentement, la domination, mais finalement la subtilité, la complexité avec toutes ces dimensions biologiques, intellectuelles, spirituelles même de la sexualité, on est loin d'avoir atteint, avoir compris globalement la complexité de la chose. Non, et puis je crois que c'est pas forcément nécessaire d'essayer de tout comprendre. Il faut juste, quand ça ne nous convient pas, pouvoir en parler. Si on peut parler quand ça ne nous convient pas, on avancera. Je pense que ce qu'on peut peut-être, je ne veux pas dire reprocher aux femmes, mais ce qu'on peut peut-être dire aux femmes qui nous écoutent, s'il y a quelque chose qui plaît pas trop, dites-le, parce que l'homme ne s'en rend peut-être pas compte, et s'il y a 9 chances sur 10 que l'homme avec qui vous êtes va l'entendre, et ça changera votre relation sexuelle. Mais si vous ne le dites pas, les hommes ne le devinent peut-être pas, parce que
comme il ne devine peut-être pas que ce qu'il vous fait ne convient pas, quoi. Voilà. Sans être dans l'autopromotion, vous savez que j'ai écrit un livre encyclopédiste et Oui. j'ai un chapitre entier qui est dédié à la communication. Avant de parler des troubles sexuels pour gérer éjaculation précoce, rappel tardif, troubles de la libido, de désir, de tout ce que vous voulez, un couple, les partenaires doivent avant tout savoir communiquer, mettre les bases de cette connexion. C'est pas le sexe, c'est la chose sale qu'on fait dimanche soir, sous la couette, on en fait à double tour, on ne parle pas, et puis, hop, quand c'est fini, on ronfle et on s'endort. C'est quelque chose qu'on se prépare parce que c'est la connexion, on fait l'amour, c'est pas juste le sexe. C'est la définition entre ce qu'on avait parlé tout à l'heure, entre qu'est-ce que c'est le sexe, la dimension qui est quelque part biologique, physiologique, avec les dopamines, endorphines, etc., et la dimension humaine qui est faire l'amour. Voilà, et c'est pour ça qu'on fait bien la différence entre une aventure d'un soir où on se rencontre, chacun prend ce qu'il prend, hein, et puis parfois. Et puis derrière, plus rien. Et puis après, ça se dissipe. Et puis il y a rien à dire d'autre. Et puis il y a la relation de deux êtres qui s'aiment et qui essayent de construire une sexualité harmonieuse. Et c'est pas simple. Mais si on n'essaye pas de communiquer, ça devient très compliqué. Et que dans tous les cas, il faut communiquer, il faut échanger, il faut dire ce que je veux et surtout ce que je ne veux pas. Oui, et si vous n'y arrivez pas, c'est pour ça que vous existez, vous les sexothérapeutes. Oui, c'est quelque part notre job, oui, c'est ça. Oui, et puis parfois une seule consultation peut suffire. Il ne faut pas hésiter. Si vous n'arrivez pas à parler ensemble, allez consulter tous les deux ou séparément d'ailleurs, hein, parce que parfois c'est mieux même séparément, parce que quand on est très 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 coincé dans son couple, parler devant l'autre, c'est pratiquement pas possible. C'est impossible, je confirme, c'est impossible. Donc il faut avoir une démarche constructive, il faut oser de sortir de la zone de confort, demander de l'aide, et les sexologues, c'est le job, c'est pas juste pour prescrire du Viagra. On est d'accord. Vincent Hupertan, merci beaucoup d'être venu aborder ce sujet un peu délicat de soumission chimique. Je pense qu'on a essayé de dire beaucoup de choses. Chacun prendra ce qu'il aura envie de prendre. Votre livre, je le rappelle, c'est aux éditions Le Duc, l'encyclopénis, dans lequel vous avez évidemment toutes les réponses sur ce toutes, sujet. Mais quelques réponses. Oh, quand même beaucoup, je l'ai lu. Tout de suite, vous retrouvez Marie pour l'émission C'est votre avenir. Et demain, nous serons avec notre neuropsychiatre à qui on doit beaucoup sur les mécanismes du désir, sur notamment ce fameux désir mimétique qui sera avec nous durant 2 heures, et vous pourrez mieux comprendre pourquoi la jalousie est parfois un aphrodisiaque et pourquoi les luttes de pouvoir sont des poisons du désir, justement. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.